Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Échos et ce soir j'ai le plaisir d'animer cette rencontre. L'euro qui est au cœur de cette rencontre doit aller bien mal puisque pour en parler, l'Institut Montaigne a jugé bon d'inviter un médecin, un avocat et un spécialiste des pays en détresse financière. Alors évidemment, le médecin est aussi député PS, président de la commission des finances. L'avocat est devenu ministre de l'économie et le spécialiste des pays en détresse et l'ancien directeur général du FMI est l'un des observateurs les plus avisés à l'échelle internationale de ce qui se passe dans la finance. L'euro n'allait pas si mal quand je suis parti de mon journal, puisqu'il était à 1,37 $, mais c'est une mesure toute relative de la santé de la monnaie unique. On sait bien que dans sa 12e année d'existence, l'euro a connu des temps extrêmement difficiles, les plus troublés de sa vie, avec une succession de crises. D'abord la crise grecque de dette publique, puis une crise irlandaise de dette privée devenue publique. Et suite à ça, toute une série de réactions ont eu lieu, à la fois sur les marchés financiers vis-à-vis de la monnaie unique, avec des questions profondes sur son avenir, et aussi vis-à-vis des politiques, et nous allons évidemment beaucoup en parler ce soir, avec donc la création d'un fonds, puis sa pérennisation, puis d'autres initiatives beaucoup plus récentes, avec non seulement le renforcement du pacte de stabilité et de croissance, mais aussi l'apparition d'un nouveau pacte de compétitivité. Et je vais tout de suite donc demander à Christine Lagarde quel est le jugement qu'elle porte sur l'euro en cette année critique. Comment est-ce que vous évaluez ce qui a été fait et aussi quelles sont vos craintes? Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur le Président, cher Claude Bévéat. Moi, je voudrais peut-être commencer par vous engager, Monsieur le débatteur, puisque c'est vous qui avez ouvert le débat, vous encourager peut-être à faire candidature auprès de la rédaction en chef de The Economist, parce que vous avez une vision à peu près aussi négative et pessimiste qu'un certain nombre de médias anglo-saxons sur le statut de l'euro, la pérennité de l'euro, l'ensemble des chantiers qui sont actuellement en cours. Mais beaucoup plus sérieusement et avec infiniment de respect pour le point de vue que vous avez exprimé, je voudrais néanmoins m'inscrire en faux contre un certain nombre de vos points de vue et de vos diagnostics, ce qui est une façon heureuse en tout cas de commencer le débat. Pourquoi ? Bien parce que je considère que l'euro tel qu'il a été conçu en 1999, enfin avant d'ailleurs, tel qu'il a commencé à jouer son rôle en 1999, est une construction d'une monnaie qui est aujourd'hui solide. Vous avez évoqué tout à l'heure son taux de convertibilité par rapport au dollar qui s'est très sensiblement amélioré et qui a renchéri la qualité et la force d'une monnaie, si l'on considère qu'une monnaie représente les fondamentaux des économies qu'elle représente, l'unité monétaire étrange que nous avons constituée, exemple unique dans l'histoire monétaire. Que deuxièmement, c'est une monnaie qui est désirée. J'en veux pour preuve le nombre de pays qui, nonobstant le chemin difficile que nous avons parcouru au cours des 24 derniers mois, souhaitent rejoindre l'union monétaire que nous avons constituée au sein de la zone euro. Je rappelle que l'Estonie vient de rejoindre la zone à compter du 1er janvier 2011 et que d'autres pays sont candidats aujourd'hui et souhaitent rejoindre la zone. Et que c'est une monnaie qui est probablement désirable, puisque si on regarde l'évolution des réserves détenues par les banques centrales aujourd'hui, on s'aperçoit que celle des monnaies dont la proportion croît de manière significative, même si ça n'est pas encore dans des volumes extrêmement importants, mais au fur et à mesure que les réserves en dollars ont pu diminuer d'à peu près 10% au cours des 10 dernières années, on s'aperçoit que c'est l'euro qui, de manière prédominante, même si quelques autres impétrants participent également à la très légère diversification que l'on constate actuellement, c'est l'euro qui vient prendre une place importante dans ces réserves. Donc ça c'est le premier constat. Deuxième constat, au cours des 18 derniers mois, et en raison probablement de quelques défauts de fabrication d'origine, dont je pense que les pères fondateurs de l'euro étaient parfaitement conscients au moment où ils ont conçu cette monnaie unique, eh bien,
nous avons, au cours de cette période, donc des 18 derniers mois, fait face à des difficultés. J'ai pour habitude de dire que nous avons transgressé dans l'urgence et que nous étions parfaitement légitimes à le faire, à la fois pour faire face à la situation en Grèce d'abord, en Irlande ensuite, et puis en mettant en place, dans une certaine urgence aussi, puisque ça a été conçu pendant les premiers jours de mai et mis en place pendant le week-end du 9 et 10 mai, ce Fonds européen de stabilité financière qui nous permet, grâce à une force de frappe financière qui, toutes causes confondues, nous permet de rassembler 750 milliards d'euros, même si on ne peut pas pratiquer à concurrence de ces 750 milliards d'euros pour des raisons de rehaussement qui ont été requises par notamment les organismes de notation financière qui ont regardé à la fois le fonds et sa première émission très réussie du 5 janvier. Donc nous avons conçu pendant ces 18 derniers mois des mécanismes qui ont permis de consolider à la fois la zone et l'union monétaire que nous avons constituée. J'ai une phrase de la Boétie, c'est le seul élément que j'emprunterai à l'excellent discours qui m'avait été préparé par mon non moins excellent rédacteur, autrement appelé Plume. Comment? C'est Montaigne. C'est Montaigne que je voulais citer, puisque vous connaissez évidemment la citation Montaigne-la Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi. C'est assez légitime d'emprunter à Montaigne. Et Montaigne poursuivait: il y a au-delà de tout mon discours, je ne sais quelle force inexplicable et fatale médiatrice de cette union. Je trouve que cette suite du propos de Montaigne s'inscrit parfaitement dans cette espèce d'union étonnante, unique en son genre, entre les participants à la zone euro, qui les a amenés successivement, si je prends dans l'ordre d'intervention, la France, puis l'Allemagne, puis même la Grande-Bretagne, qui est venue constater cette union inexplicable, qui a amené les responsables politiques à proclamer haut et fort leur détermination politique à soutenir l'euro, la zone euro, et à en renforcer les mécanismes. Ce sont tous les travaux auxquels nous nous sommes livrés sous l'autorité de Herman Van Rompuy, le président du Conseil européen, et qui nous retrouvons maintenant dans 6 projets de textes qui sont en co-travaux entre le Parlement européen, la Commission et le Conseil européen, et qui viennent sanctionner par un travail macroéconomique, un volet préventif des difficultés sur le plan du déficit, sur le plan de la dette, un volet correctif sur ces 2 critères également, et un mécanisme à la fois de discipline et de sanction quasi automatique avec une majorité qualifiée renversée. Je peux revenir là-dessus si certains souhaitent des explications complémentaires. Étape numéro 1, qui nous amène naturellement vers ce semestre européen dans lequel nous sommes rentrés, et qui nous amène donc à travailler très étroitement avec les parlements nationaux à compter donc du 1er janvier. Et puis deuxième étape, c'est celle qui a été engagée avec des propositions franco-allemandes sur le modèle, premièrement, nous devons trouver un héritier au Fonds européen de stabilité financière qui n'a été conclu que jusqu'au mois de juin 2013. Il faut lui trouver son substitut qui assurera la pérennité d'un mécanisme de soutien financier, c'est l'ESM, le système dans le mécanisme de stabilité européen, c'est ESM, c'est en version anglaise, et deuxièmement, le pacte de compétitivité et de convergence que le président de la République et la chancelière ont commencé à aborder et qui est en débat, pas seulement au niveau du couple franco-allemand, nécessaire mais pas suffisant, mais au niveau de l'ensemble des participants, à la fois au sein de la zone et au sein de l'Union européenne au sens plus large. Voilà, je vais peut-être limiter le propos parce que je pourrais être très longue sur le sujet, mais en tout cas pleine d'espérance et de foi. Je voudrais finir sur votre propos, puisque vous avez évoqué cette alliance incongrue que nous formons, Wolfgang Schäuble et moi-même, avec pas seulement pour objectif d'harmoniser les assiettes fiscales, parce que je pense que ça sera une tâche difficile, parce qu'elle est aujourd'hui encore soumise à l'unanimité et non pas malheureusement à la majorité qualifiée, puisqu'on est en matière fiscale directe, mais qui nous amène à travailler sur de multiples sujets qu'on retrouve un petit peu décrits dans le projet de pacte de compétitivité. Et là, je voudrais finir avec Faulkner qui nous disait très joliment que il faut s'assurer d'avoir de grands rêves pour ne pas les perdre de vue. Et je crois que cette harmonisation vers laquelle nous tendons est un grand rêve, mais il faut absolument qu'on ne le perde pas de vue et qu'on avance résolument sur cette voie-là. Merci
de nous avoir parlé de ce grand rêve, mais plus concrètement, en 2011, qu'est-ce qui vous paraît dans tous ces chantiers que vous avez montré le plus difficile, là où vous pensez que ça va être le plus compliqué? Et je ne parle pas sur les marchés, je parle vraiment au niveau gouvernemental, entre les différents gouvernements. On a des échéances, hein, parce que pour le Conseil européen du mois de mars, nous devons, nous, les ministres des Finances, fournir aux chefs d'État et de gouvernement les termes et conditions, pour utiliser du jargon juridique, du mécanisme européen de stabilité, c'est-à-dire cet outil collectif que nous nous donnons pour venir en soutien d'un pays qui serait en difficulté à compter de juin 2013, puisque c'est en juin 2013 que le Fonds européen de stabilité financière viendra à terme. C'est pas pour autant que les prêts ou les garanties qui auraient été émises par ce fonds tomberaient, mais lui ne pourra plus fournir de nouveaux prêts à compter du mois de juin. Donc première échéance, le mois de mars, où nous fournissons notre copie au Conseil européen. La deuxième échéance, c'est celle d'un rapprochement des positions au sein des membres de l'Union européenne et plus particulièrement au sein des membres de la zone euro pour se trouver dans le cadre de l'article 136 du traité qui nous permet un certain nombre de dérogations parce qu'on est en zone euro. C'est tout le travail actuel autour des propositions franco-allemandes qui ont été débattues et qui ont donné lieu à des prises de position, à parfois des réticences, à l'observation que chacun a faite de son précaré pour se dire est-ce que je suis loin, est-ce que j'ai beaucoup à faire pour harmoniser mon régime de retraite, pour mettre en place une règle budgétaire dans ma constitution, pour désindexer un certain nombre de rémunérations et autres propositions qui se trouvent dans le pacte de compétitivité et de convergence. Ça sera une étape certainement largement débattue parce que tout le monde, enfin par hypothèse, on n'y est pas puisqu'on y vise. Merci.